mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Création par la présidence d'une nouvelle commission de dialogue. Cette entité de 7 membres doit conduire les discussions en vue de parvenir à une solution concertée à la crise. Les leaders de l'opposition informent qu'une manifestation se lancera à l'assaut de la résidence du président Jovenel Moïse le vendredi 11 octobre. Si le président refuse de démissionner, ce sera grenadier à l'assaut, a dit le sénateur Evalier Beauplan. Les hôpitaux figurent parmi les principales victimes des 4 semaines de troubles sociopolitiques en Haïti. Les barricades qui bloquent les principaux axes routiers empêchent l'acheminement d'intrants et d'autres matériels, ainsi que le transport du personnel médical. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a formé une nouvelle commission de dialogue avec les leaders de l'opposition. La commission devra trouver un protocole d'accord avec l'opposition, a expliqué Jude Charles Faustin, membre de cette commission. Il souligne que le dialogue est indispensable dans le cadre des efforts pour trouver une solution à la crise. Le conseiller du chef de l'État assure qu'aucun sujet n'est tabou dans le cadre de ce dialogue. La commission est composée d'alliés du chef de l'État, un ancien Premier ministre, Evans Paul, 2 anciens ministres, Josué Pierre-Louis et Émilie Jessie Ménos, 2 proches conseillers, Rénal Lubéris et Jude Charles Faustin, ainsi que le président du PHTK, Liné Balthazar. Aucune information n'est disponible sur la procédure de dialogue entre le gouvernement et l'opposition. On ignore même si la commission devra engager des discussions avec la commission dite de transition, mise en place la semaine écoulée par l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti. La commission de l'opposition est composée de représentants des partis politiques et de personnalités de la société civile, dont des anciens alliés du PHTK, Gervais Charles et Himmler Rébu, et d'autres leaders de l'opposition, dont Jean-André Victor du MOPOD et Gary Victor du mouvement de la Troisième Voie. En réaction à la formation de la commission présidentielle, le colonel Himmler Rébu de la commission de facilitation de passation du pouvoir, formée par l'opposition, estime que la mise en place de cette structure présidentielle est justifiée dans le contexte d'un départ ordonné du pouvoir de Jovenel Moïse. Il s'interroge par contre sur la confiance à accorder à la parole du président qui s'est montré, selon lui, indigne de confiance jusqu'ici. L'opposition a toujours été ouverte aux négociations à partir du moment où il est question d'un départ de Jovenel Moïse, rappelle Himmler Rébu. Un comité vient d'être créé pour engager le dialogue avec l'opposition. Cette commission a été créée par le président de la République. L'un de ses représentants, peut-être le plus important, est avec nous ce soir. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Monsieur le Premier ministre, on va commencer par une question très simple et très directe. Quels ont été les critères de sélection des 6 membres de cette commission? Le président a procédé au choix en fonction de ses propres critères. Il y a, ce que je sais, une mission. La mission, c'est de travailler en vue d'un dénouement à la crise. Alors moi, je m'engage comme citoyen, comme patriote, et avec un esprit ouvert et privilégiant les intérêts du pays avant le pouvoir et déterminé à contribuer en vue vraiment d'une solution qui allégerait la situation
catastrophique dont le peuple haïtien est en train de vivre depuis plusieurs mois. Absolument, oui. Monsieur Paul, vous avez dans une de vos déclarations dit que le président de la République était prêt à faire des concessions raisonnables. En général, vous ne choisissez pas vos mots au hasard. Quelles sont les limites de ce raisonnable? Je ne choisis pas mes mots au hasard. Je suis au courant de ces prédispositions et j'accepte volontiers de participer à cette commission parce que je sais que le président est prêt à faire des pas importants. Et ce qui est important pour moi, c'est le pays. Et en ce sens, il n'y a pas de sujet tabou, tout est sur la table. Bien, alors parlons maintenant de ceux qui seront en face de vous. L'opposition a créé une commission qu'ils ont baptisée eux-mêmes de commission de facilitation de passation du pouvoir politique au gouvernement de transition. Là aussi, les mots ont leur importance. C'est facilitation, passation et gouvernement de transition. Comment est-ce que vous interprétez la chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose de structurer l'opposition, de doter cette opposition de porte-parole avisés, composés de personnalités respectées. Et en ce sens, je pense que cette commission présidentielle peut servir d'interface et ces deux entités peuvent contribuer valablement et à sortir le pays de l'impasse. Il faut être de bonne foi, il faut qu'on soit prêt à faire des concessions de tous côtés, il faut qu'on soit prêt à transcender parce que, comme je l'ai dit au commencement, il faut voir que dans cette situation, la principale victime, c'est le peuple. Et quand je parle du peuple, je ne parle pas uniquement des personnes défavorisées. Les citoyens en général sont fatigués et veulent une solution rapide. Et une solution durable. Une solution durable. Voilà pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas seulement voir le côté conjoncturel de la crise, il faut voir toutes les complications structurelles, les manquements structurels qui ont engendré cette crise. La problématique des inégalités sociales, ce sont ces choses-là. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse, demain, ça peut être n'importe qui au pouvoir si les élites politiques et économiques de ce pays n'adressent pas comme il faut cette question fondamentale d'inégalité sociale. Absolument, absolument. Maintenant, Monsieur Evans-Paul, l'opposition radicale a toujours dit qu'elle ne voulait pas dialoguer avec le président de la République et ensuite, ils ont précisé que le seul sujet qu'ils sont prêts à discuter avec le président de la République, c'est précisément son éviction du pouvoir et l'installation d'un gouvernement de transition. Alors, est-ce que vous avez déjà une réponse de la part de cette commission de facilitation? Avez-vous établi un agenda pour vos rencontres? Et, encore plus important, avez-vous établi un ordre du jour? Bien sûr, bien sûr. On a eu la première rencontre de cette commission aujourd'hui et il y a un comité. De ce comité, ce qu'on appelle le bureau de ce comité qui est composé d'un coordonnateur. Le coordonnateur de ce comité, c'est votre serviteur Evans Paul. Et dans ce bureau, il y a deux porte-paroles. C'est l'ancien sénateur Rodolphe Joisil est l'un des porte-paroles et Madame Jessie Menos est aussi porte-parole. Il y a Monsieur Liné Balthazar qui joue le rôle de rapporteur. Et puis les autres membres nommés par le président, je parle de Josué Pierre-Louis, de Rénal Lubéris et de Jude Charles Faustin sont membres et nous sommes conjointement engagés avec un esprit ouvert
pour discuter avec nos camarades de l'opposition en tant qu'Haïtiens conscients d'une crise qui est en train d'être dégénérée en catastrophe humanitaire. Absolument. Et pas seulement à Port-au-Prince, hélas. Quand on prend les nouvelles de la province, c'est peut-être encore plus alarmant. Oui, bon, quand on parle du peuple haïtien, on parle des citoyens haïtiens, je ne fais pas d'exception. C'est ça. Je ne parle pas des gens à Port-au-Prince, c'est des gens à travers le pays, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'Artibonite, ce sont les mêmes contestations, c'est le même blocage. Il y a des gens qui en souffrent, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a des cas de pillage, il y a des gens de mauvaises intentions qui procèdent à l'infiltration des manifestations et qui rançonnent, qui agressent. Je ne pense pas que mes camarades de l'opposition sont prêts à endosser ce type de comportement. Et voilà pourquoi que je pense qu'il faut faire attention pour que ce conflit n'affecte pas davantage le peuple haïtien, la population haïtienne, les citoyens haïtiens de toutes les catégories sociales qui sont aujourd'hui les principales victimes de cette crise. Mais Monsieur Evans-Paul, ma question était, avez-vous déjà pris contact avec la commission de facilitation de l'opposition et quelle a été leur réponse? On a fait un agenda, on doit travailler avec les autres et nous sommes dans un processus. Vous savez, quand il y a dialogue, il y a aussi négociation. Et évidemment, quand on parle de l'opposition, ce n'est pas un bloc. Il n'y a pas une opposition, il y a les oppositions. Alors, on est déterminé à travailler, on a pris certains contacts, mais pas encore très formels, parce que vous savez, dans cette situation, les uns n'ont pas toujours les mêmes attitudes que les autres. Alors, il faut avoir une certaine compréhension de la complexité de la situation du côté également de l'opposition. Il y a des susceptibilités, il y a des gens qui ne veulent pas être accusés de vendeurs de cause. Mais l'essentiel dans tout ça, il faut avoir le courage d'assumer une politique patriotique, une politique responsable, une politique du vivre ensemble. Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, Monsieur Evans-Paul, c'est que le premier contact avec cette commission de facilitation de l'opposition a été un premier contact positif. La porte n'est pas restée fermée. Disons contact informel, mais avec les amis de l'opposition. Moi, j'ai toujours eu de contact avec tous les compatriotes. C'est-à-dire, on peut avoir des désaccords, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est ça qui doit faire la différence. Les controverses politiques ne doivent pas conduire à ce que nous vivons actuellement, au blocage systématique du fonctionnement du pays. Il y a un conflit politique, il faut mettre les éléments de ce conflit sur la table des deux côtés. On sait que du côté de l'opposition, il y a un document qui a été annoncé. Bon, maintenant, quel que soit ce qui est inscrit dans ce document, du côté de cette commission en accord avec le président, on a également un document qui montre notre vision de sortie de crise. Ce sont là pour moi des éléments de discussion valables, capables de manière méthodique aider à orienter un dialogue sérieux. Bon, d'accord, mais j'imagine que tous ces documents, toutes ces propositions sont encore du domaine, peut-être pas du secret d'État, mais en tous les cas, ils restent confidentiels. Le moment venu, on en sera informé. Je vais peut-être terminer par une question qui intéresse, je crois, les leaders de l'opposition haïtienne annoncent la poursuite de la mobilisation jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le peuple abandonnera la rue lorsque le président aura démissionné, a martelé le sénateur Nenel Kassi.
Les leaders de l'opposition informent qu'une manifestation se lancera à l'assaut de la résidence du président Jovenel Moïse le vendredi 11 octobre. Si le président refuse de démissionner, ce sera grenadier à l'assaut, a dit le sénateur Évalière Beauplan. Les leaders de l'opposition encouragent les manifestants à consolider les barricades qui paralysent les activités économiques. Le sénateur Antonio Cherami a toutefois mis l'accent sur la nécessité pour que les ambulances puissent circuler. De plus, les leaders de l'opposition ont exprimé leur colère contre les représentants de la communauté internationale qui recommandent une solution négociée à la crise. Nous ne voulons plus d'une relation colon-esclave, a-t-il martelé. Après une journée d'hier sans incident majeur, la journée d'aujourd'hui a continué à marquer un certain retour au calme et une reprise, plus ou moins timide, des activités. Rodolphe Pierre-Louis, vous étiez dans les rues de la capitale. Qu'est-ce que vous avez constaté en réalité? Justement, Serge, on était dans les rues. On était à Delma, à Pétionville, à Frères, sur la route de l'aéroport. On peut conclure qu'il y a une reprise timide des activités parce que dans la matinée, il y a certaines entreprises qui ont ouvert leurs portes, bien entendu. Il y a également des petits commerçants qui ont étalé leurs produits sur les trottoirs pour tenter de sauver la journée. Donc, dans la matinée, le plus souvent, la reprise des activités est souvent constatée. Maintenant, le problème, c'est aux environs de midi, 1h, 2h, il y a un changement. Donc, le nombre de personnes qu'on avait remarqué dans la matinée diminue considérablement. On ne sait pas pourquoi certaines personnes se posent des questions, mais le matin, il y a des activités. Dans l'après-midi, ça ralentit. Cela dit, Rodolphe, la circulation automobile était relativement intense. Aujourd'hui, dans les rues, les camionnettes, les tap-tap, les minibus, il y en avait plein ce matin. Bien sûr, à Pétionville, à Delma, il y en avait beaucoup. Et à la station de Pétionville, c'était le même tableau. Tout simplement, dans l'après-midi, ça diminue considérablement. Certains se posent des questions. Est-ce que c'est parce que durant la semaine écoulée, dans la matinée, il y a un calme apparent, alors que dans l'après-midi, il y a des mouvements de protestation? Bon, c'est une question intéressante qui reste avec, jusqu'à maintenant, un point d'interrogation. Mais dans la matinée, il y a plus d'activités que dans l'après-midi. Bon, est-ce que tout simplement, les gens ne se précipitent pas le matin pour aller faire ce qu'ils ont besoin de faire? Parce que, en général, les manifestations commencent vers 11h, 11h30 pour atteindre leur paroxysme aux environs de 2h, 3h. C'est là que, en général, les choses se gâtent. Alors, est-ce que tout simplement, les gens ne vont pas vite le matin faire ce qu'ils ont à faire de bonne heure et ensuite rentrer chez eux et se protéger? C'est ce constat qu'on a fait aujourd'hui à Pétionville, parce que dans la matinée, il y avait beaucoup d'activités, mais aux environs de 11h, 11h30, on a remarqué ça se calme. Un mouvement de protestation. Bon, certains se demandaient est-ce que c'était prévu, est-ce qu'il y avait une manifestation prévue pour aujourd'hui. Bon, dans les informations, je doute que ce soit oui. Tout simplement, ce mouvement sillonnait quelques rues à Pétionville. Il faut souligner également que la police était présente sur les lieux pour sécuriser, comme ça se dit bien souvent, sécuriser les vies et les biens de la population. Mais on m'a dit que ça se passait plutôt autour de l'ancien cimetière et de Saint-Jean-Bosco, du côté du marché de Pétionville. C'est dans cette zone-là que ça a commencé à bouger un peu. Dans certaines rues à Pétionville, aujourd'hui, il n'y a pas de barricade. Mais quand on arrive à la station de Pétionville, près du cimetière, et si on continue à partir de l'église Don Bosco, voilà, Saint-Jean-Bosco, merci. Si on veut prolonger jusqu'au tribunal, il y avait des barricades érigées avec des pneus enflammés. Donc c'était difficile pour les voitures, les véhicules publics et privés. C'était très difficile de passer dans ces zones. Mais dans les autres rues, à Pétionville, la circulation était pratiquement fluide. Il n'y avait pas de barricade. C'était facile pour les véhicules de circuler. Et Delma, en particulier, était totalement libéré.
En effet. Toute la journée. Bon, alors, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir, mis à part, bien entendu, l'appel à manifester de vendredi au cri de grenadiers à l'assaut, à quoi peut-on s'attendre, disons, pour demain? Est-ce que ce serait trop de dire que pratiquement tous les vendredis, il y a des mouvements de protestation? En effet, ça devient récurrent. Voilà, c'est prévu pour ce vendredi une grande mobilisation. La destination, c'est bien Pèlerin 5 d'après les protestataires. Donc demain, la résidence jeudi, de M. Moïse. Justement, on se rappelle, jeudi dernier, il n'y avait pas de mouvement de protestation. Donc certains se posaient des questions, pourquoi il n'y a pas de manifestation? Mais on avait vite compris que les protestataires se préparaient pour vendredi. Voilà. Donc demain, jeudi, est-ce qu'il y aura des mouvements? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. On n'en sait rien. Mais on sait que un mouvement est prévu pour vendredi. Et vendredi, ça risque de frapper fort. Si vraiment on nous joue le film Grenadier à l'assaut, ça risque d'être chaud. En effet, ils annoncent une nouvelle fois la couleur. Eh bien, Rodolphe Pierre-Louis, merci. Merci d'être venu dans nos studios ce soir pour nous dire ce que vous avez vu, et que pratiquement tout le monde a vu, qu'aujourd'hui, la situation était calme, même s'il n'y avait pas beaucoup d'activités, et que timidement, ça reprend très bien. Des directeurs d'école se montrent préoccupés au plus haut point par la conjoncture actuelle. Conséquence, les établissements scolaires sont fermés depuis pratiquement 4 semaines. Le frère Augustin Nelson du Collège canado-haïtien et le pasteur Pierre-Antoine Francillon du Collège Interfamilia ont fait savoir que cette situation a des impacts également sur l'état d'esprit des élèves. Lorsque la société est en crise, c'est l'école qui subit les conséquences, puisque entre la société et l'école, c'est comme une relation père et fille. Lorsque la société a de la fièvre, l'école est fébrile. Lorsque la société est enrhumée, l'école tousse. On est déjà mi-octobre et les élèves n'arrivent pas encore à prendre le chemin de l'école. Lorsque ce sont les élèves qui n'arrivent pas à prendre le chemin de l'école, on fait face à 2 problèmes. Le premier, c'est l'avenir du jeune, l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Donc, ne pas lui permettre d'aller à l'école, c'est mettre en jeu son propre avenir. Et lorsqu'on hypothèque l'avenir de l'enfant, l'avenir des jeunes, eh bien aussi, on met en jeu l'avenir de la société en tant que telle, puisque préparer les jeunes, c'est pour prendre la relève pour que la société aille mieux. Quand ce ne sont pas des grèves de 2 ou 3 jours, ce sont des violentes manifestations qui perturbent les activités scolaires. D'ailleurs, les grèves, les manifestations engendrent des catastrophes sur le plan socio-économique. La situation est désastreuse ces jours-ci. Et les parents perdent leur travail, sont au chômage. Oui, c'est un bon point. Les élèves sont stressés. Est-ce qu'on va les garder en salle de classe parce qu'ils ne paient pas? Ils sont affamés. Et pour beaucoup d'écoles, on peine à effectuer les paiements des professeurs à cause du non-paiement des frais scolaires. Alors, nous sommes dans une situation grave. Et ne pas pouvoir commencer l'année scolaire, le 9 septembre, comme c'était prévu, pour moi, c'est une perte. Une grande perte? Une grande perte. Perdre 3 semaines. Et nous sommes maintenant à la 4e semaine. Oui. C'est une grande perte. Mais heureusement, s'il y a une issue cette semaine. Oui, mais qu'on ne voit toujours pas venir. Souhaitons-le. Oui. Souhaitons-le. S'il y a une issue, permettez-moi d'employer les mots agréables. Vous comprenez? Et on pourra se rattraper. Okay. Se rattraper. On pourra se rencontrer
tous les secteurs, que l'on soit de la Fédération des écoles protestantes, que l'on soit au collège Cadado, au Calspessoir, on peut se rencontrer pour l'élaboration d'un plan de travail pouvant rattraper les semaines perdues. Mais c'est le ministère de l'Éducation nationale qui devrait donc donner le ton. Le ministère de l'Éducation nationale devrait normalement remanier le calendrier, mais rattraper, c'est vite dit, parce que dans une année, on ne peut pas trop allonger. Par exemple, le mois de juillet, c'est un mois très chaud, donc c'est très difficile de rattraper dans ces circonstances. Donc, perdre le début, je pense que c'est compliqué pour l'année scolaire. Des résidents de Carrefour et d'autres villes qui se trouvent dans le sud du pays ont du mal à venir à Port-au-Prince. La route nationale numéro 2 est bloquée au niveau de la 4e avenue Bolos, entre autres. Des jeunes, pour la plupart armés, ont érigé de grosses barricades afin d'empêcher la circulation. Ils exigent le départ du président Jovenel Moïse. Peuple Bolos a ni révolté. La demandé une bonne condition de vie. Nous que pas de courant. Nous que pas de travail. Peuple dans gangou. Peuple Bolos a dit que le ou la façon faut que le président Jovenel retire pied li. Tout le temps que Jovenel Moïse pas démissionné, nous dit que n'a toujours été là. Nous connaissons que notre troisième société, nous sommes victimes. Nous n'avons pas aucun marché moderne. Nous n'avons pas un bon centre de santé. Nous n'avons pas aucun tirage qui fait à travers Avignon. Nous n'avons pas tombé, zone Matissan inondée. Josian, peuple lui-même, Bolos lui-même, peuple troisième construction, levé campé Josian. Victoire finale là, c'est pour peuple Bolos. Moi, ça, nous faisons avec tout ça, nous faisons avec les armes que nous gagnons, nous faisons avec les manches longues, les manches courtes, caoutchouc, wash. Son bataille, c'est le légitime défense qu'elle est. Le gouvernement lui-même, c'est lui qui a fait attaque sur nous. Nous sommes un peuple qui est violent. Nous ne sommes pas violents, non? Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. L'État est violent. L'État n'a pas manger, son violation qu'elle fait. L'État n'a pas santé, ils font son violation qu'elle est. Je ne dis pas, je ne peuple haïtien, c'est lever camper pour déraciner le système ça qui est dans la tête de Jovenel Moïse à Takolio. Les hôpitaux ne sont pas épargnés. Les barricades bloquent les principaux axes routiers et empêchent l'acheminement d'intrants et d'autres matériels, ainsi que le transport du personnel médical. Le directeur de l'hôpital Sainte-Croix de Léogane, le père Jean-Michelet Saint-Louis, a alerté sur des besoins urgents en oxygène et en carburant. Nos réserves sont pratiquement épuisées, dit-il, appelant les manifestants à laisser passer l'ambulance de l'hôpital. L'oxygène est indispensable, notamment pour le service des nouveau-nés en situation d'urgence. Sainte-Croix est un hôpital de référence pour la région des Palmes et prend en charge des accidentés et des femmes enceintes. Par ailleurs, le directeur médical de l'hôpital du Sanatorium, le docteur Louis Charles, tire la sonnette d'alarme sur les graves conséquences du pays LOC sur cette institution qui prend en charge les patients atteints de pathologies pulmonaires et ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Il indique que les médicaments sont toujours disponibles pour les patients vivant avec le VIH-Sida, placés sous antirétroviraux, mais l'hôpital est quasiment en rupture de stock pour les médicaments nécessaires à la prise en charge de ceux qui souffrent de tuberculose. En ce début de semaine, l'UNICEF a fait don de 51 360 gallons de diesel et 521 bonbonnes d'oxygène de 60 litres pour le fonctionnement de 29 hôpitaux affectés par les troubles sociopolitiques. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, se penche sur la situation carcérale en Haïti.
Durant un colloque international de 3 jours, plusieurs chercheurs vont réfléchir afin de trouver des pistes de solutions en ce qui a trait à la surpopulation carcérale. Notons également qu'une exposition mettant en lumière les travaux que des prisonniers réalisent en papier mâché est également organisée. Jérémy Tillon et Paul Léel étaient présents lors de cette première journée. Suivez leur reportage. Effectivement, durant 3 jours, un colloque se déroule dans cet hôtel, un colloque sur les droits humains. Et la première journée est dédiée justement au traitement des prisonniers. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir une exposition qui inaugure ce colloque. Nous prévoyons plusieurs types d'activités. Il y a une intervention qui est plus académique, c'est ça qui a passé là dans la salle. Côté nous avons des experts, nous avons des chercheurs qui viennent présenter les résultats aux chercheurs. Mais nous pensons qu'il y a de l'autre façon au monde qui a communiqué sur le même sujet. Et ça fait nous avons convié des artistes qui ont même monté justement l'exposition comme ça pour d'une certaine manière permettre au monde web. Durant 3 jours, la situation des droits humains en Haïti sera au cœur des préoccupations des chercheurs réunis à l'occasion d'un colloque initié par le PNUD. Sur place, à l'Oasis, une exposition de statues en papier mâché nous met directement dans l'ambiance du séminaire. Elles ont été disposées au travers d'une scénographie mettant en relief les griefs des prisonniers. Chacune comporte un message décrivant la situation d'une personne incarcérée. Là, ce sont ensemble de marionnettes géantes et nous avons des artistes, comme Casimir qui construit, qui montait exposition ça, de concert avec Pauline Le Carpentier du Bureau des droits humains qui lui-même fait portrait ça là, en façon pour aider les gens à comprendre leur parler de surpopulation carcérale, mais de qui ça a parlé. La majorité des participants sont des chercheurs, consultants ou des membres du corps consulaire. Cette exposition a le mérite d'interpeller ce public plutôt agréablement surpris. Se retrouver face à face avec une partie de l'histoire d'un détenu permet de le voir en tant qu'être humain plutôt qu'en tant que prisonnier. Le professeur Edward souligne que la surpopulation carcérale a des conséquences sur tous et toutes. Actuellement, il y a au-delà de 11 000, toute prison dans le pays, il y a au-delà de 11 000 détenus. Et au plan juste pénitentiel, presque il y a moitié dans le livre, un peu plus de 4 000. Qui dit surpopulation dit aussi coût financier plus lourd concernant les besoins du quotidien et tout cela à la charge de la société. Le problème de la détention préventive prolongée, sans jugement, est donc un accélérateur de cette surpopulation. Durant 3 jours, des experts internationaux et nationaux vont se pencher sur ce problème, un sujet d'actualité concernant les droits humains. C'était Jérémy Tillon pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.